Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler d'enfance, de ferveur, de liberté, mais aussi d'art, puisque notre invité a été professeur d'histoire de l'art. Il connaît bien le monde des musées, très bien même. L'Orangerie, le musée d'art moderne, le Centre Pompidou ou encore le musée Picasso sont autant d'institutions dans lesquelles il a laissé son empreinte. Il est également connu pour ses talents d'écrivain et d'essayiste qui lui ont valu d'entrer à l'Académie française en 2008. C'est Jean Clair que nous recevons ce soir. Bonsoir Jean Clair. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La littérature, c'est pour vous une véritable passion et vous nous le prouvez une fois encore ce soir en venant nous parler de Terre natale, votre dernier né, qui est paru aux éditions Gallimard. Le titre, d'ailleurs, pour être exact, c'est même Terre natale, exercice de piété. Pourquoi ce titre ? Pourquoi Terre natale ? Parce que d'abord, c'est un hommage à Marcel Arlan, qui est l'écrivain qui m'a introduit, qui a guidé mes premiers pas chez Gallimard et dont le premier livre qu'il ait écrit s'appelait Terre natale, en hommage à Langres, où il est né, le pays de Diderot. Et dont il voulait, j'imagine, retrouver les souvenirs dans le milieu parisien des années 30, quand il a commencé son œuvre d'écrivain. Moi-même, si vous voulez, à un certain moment. Maintenant, j'avais envie à la fois de rendre hommage à Arlan, qui est un peu oublié aujourd'hui, hélas, et d'autre part, plus encore, rendre hommage à ma famille, à mes origines, à une terre qu'on pourrait appeler la matrie, c'est-à-dire vraiment la terre maternelle, qui vient compléter ce qu'on appelle plus communément la patrie, qui est la terre du père. Le livre est dédicacé au père. Oui, c'est ce que j'ai vu. Alors, vous évoquez effectivement votre enfance en Mayenne, le souvenir de vos parents, c'est d'ailleurs très, très touchant, très émouvant. Et on sent, avec ce livre, un vrai désir, un désir ardent de retour aux sources. Oh, là, je ne suis ni nostalgique, ni comment dire, j'ai les pieds sur terre, si je puis dire. Donc, le retour aux sources ne se fait pas. Ce que l'on peut faire, c'est au moins essayer de recréer par cette chose extraordinaire que sont les mots, le langage, la littérature, mais je prétends pas faire de la littérature, c'est les mots, le langage, la parole. La parole, ça c'est un mot vrai. Essayer de retrouver par l'usage de la parole, de rendre hommage à ce qui fut un pays aujourd'hui complètement non seulement disparu, mais dévasté. Puisque vous parlez des mots, ce qui est amusant quelque part, c'est qu'il y a des mots qu'on ne connaît pas, en tout cas que personnellement je ne connaissais pas. Pourquoi je ne les connaissais pas ? Parce que c'est souvent un peu du patois. Je pense notamment au terme jaudru, qui apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, arrêtez-moi si je me trompe, signifie joufflu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous avait surnommé. C'est mon père qui m'appelait comme ça, ce qui me choquait beaucoup et me blessait beaucoup jusqu'au jour, mais assez récent, en fait, j'ai découvert, si je puis dire, les titres de noblesse de ce terme du patois morvandio, le jaudrus et le joudrus, c'est le petit cochon, en fait, c'est celui qui est bien potelé, quoi. Donc. Mais venant de lui, c'était plutôt très affectueux. C'est absolument un enfant qui est un jaudrus, ça veut dire qu'il est bien nourri, qu'il est en bonne santé, qu'il est bien rond, bien. Mais en même temps, c'est ambigu, puisqu'effectivement, c'est en même temps les petits cochons qu'on met au saloir, c'est les petits cochons qu'on accroche, d'où le rôle qui souligne le rôle très ambigu, l'image très ambiguë que le père affiche toujours, qui est à la fois le père affectueux, le père nourricier, le père protecteur, mais qui est en même temps parfois l'ogre, à la fois dans les contes. Et dans presque toutes les mythologies, Chronos, Saturne, l'ogre, qui dévore sa progéniture. Le père, c'est toujours un peu ça, c'est les deux aspects. À la fois celui qui protège et celui qui extermine, qui ne veut pas avoir une progéniture. Il ne veut pas avoir quelqu'un à côté de lui qui lui fait de l'ombre, si je puis dire. On retrouve ça même, mais ça peut être allé trop loin, trop vite dans la religion chrétienne, parce que l'image du père, du trône parfois vis-à-vis du fils, est une image assez terrifiante. Il y a un père extrêmement protecteur qui accompagne la Vierge de Pietà,
il y a aussi un père qui tient l'enfant dans ses bras et qui est un père assez proche de certaines divinités carnassières des mythologies pré-chrétiennes. Puisque vous nous parlez de votre père, le livre, effectivement, lui est dédié. Comment est-ce que vous décririez, alors vous en parlez dans le livre, mais je vous pose la question pour celles et ceux, nos téléspectateurs, qui n'ont pas encore lu le livre et qui vont peut-être l'acheter, comment vous décririez votre relation avec lui, avec votre père ? J'essaie de l'esquisser dans le livre. C'était une relation extrêmement difficile, extrêmement complexe. D'un père d'abord qui a été terriblement absent, puisque quand je suis né en octobre 40, il est déjà reparti à la guerre. Vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour naître, hein, ceci dit, en tout début de la guerre. Non, on choisit pas la date de la conception. Je dis ça avec ironie, oui. Mais oui, vous en parlez dans le livre et on sent effectivement que c'est quelqu'un d'assez absent. Donc quand il revient, moi j'ai déjà grandi, donc c'est un peu un inconnu. Entre-temps, comme lui-même est extrêmement, taciturne, en dehors de ses explosions, soit de colère, très difficile de savoir de lui ce qu'il a vécu. C'est très longtemps après que j'ai appris, par exemple, que pendant la Première Guerre, il avait été engagé sur le front autrichien en 1918, puisqu'on a oublié que parallèlement au front de Verdun, de la Somme, à l'ouest, il y avait eu à l'est une guerre tout aussi terrifiante, tout aussi dure, des Italiens et des Français contre les Autrichiens et les Allemands, où mon père s'est trouvé engagé. Et donc il a gardé des souvenirs très, très vifs, puisqu'il avait à l'époque 18 ans, tout jeune. Et donc par conséquent, pour un petit gamin de la campagne, se retrouver plongé dans les paysages, les montagnes et la vie entre l'Autriche et l'Italie, ça a été une expérience tout à fait étonnante, mais sur laquelle il parlait très peu. Donc c'est seulement très récemment que j'ai découvert cette autre face des choses, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que dans la façon dont vous décrivez la situation, dans la lecture que vous en avez, il y a une approche un peu psychanalytique. La psychanalyse vous a beaucoup intéressé, ça vous passionne depuis longtemps. Vous avez d'ailleurs consacré plus tard dans votre vie, bien après l'époque de Jodrus, une exposition à Sigmund Freud. Et justement, je voulais savoir quelle réponse est-ce que vous avez pu apporter avec votre œuvre. Enfin voilà, quel est le lien entre votre œuvre et tous ces questionnements que vous avez pu avoir, et on voit bien cette libération de la parole là, dont vous parliez à l'instant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été enfouies, et donc maintenant vous arrivez plusieurs années après à mettre des mots dessus, et quelles sont les répercussions dans votre œuvre et dans votre vie au quotidien d'ailleurs? Alors le rapport de la littérature à la psychanalyse est une chose effectivement assez délicate à définir, à circonscrire. Effectivement, mon rapport à la psychanalyse était très, très, très précoce, puisque, on peut le dire, parce que j'ai, entamé, une analyse quand j'avais 15 ans. C'était très, 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 très jeune, avec une femme très étonnante d'ailleurs, que j'ai plus tard, elle aussi, retrouvée, dont j'ai retrouvé beaucoup plus tard les origines, qui a été une des premières à introduire en France la psychanalyse. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. À ce moment-là, c'était pas encore aussi répandu que ça ne l'est aujourd'hui. On n'allait pas s'allonger sur un divan tous les 4 matins. Non, mais elle avait déjà réussi à instituer la psychanalyse comme thérapeutique à l'intérieur des établissements hospitaliers français, ce qui était un tour de force, à la fois en tant que femme qu'elle était en tant qu'analyste, une discipline qui n'était pas encore tout à fait reconnue, ni par les psychiatres, et encore moins par les médecins purs et durs. Donc ça a été une expérience très étonnante, effectivement, de pouvoir chaque semaine soit ne rien dire. Pendant des semaines, c'était le silence absolu, allongé sur un divan, mais avec la liberté de ne rien dire, ce qui est aussi une très grande liberté, le silence. Ne rien dire, vous n'avez rien dire, vous ne dites rien. Et si on dit, de dire ce qui vous passe par la tête, selon la formule, et sans avoir besoin de se justifier, sans avoir besoin non plus de faire appel à la rationalité. Et je dois dire que cette expérience à la fois du langage, de la libération, vous voyez, à l'époque c'était pas de libération, c'était une chose très très étonnante et qui venait après peut-être, j'ai été élevé comme catholique,
pratiquant et donc pratiquant, si vous voulez, la confession. Donc j'ai pu, par la suite, mesurer la différence anthropologique, on dirait aujourd'hui, entre la confession d'un côté et l'exercice analytique de l'autre. Mais l'exercice analytique est resté en moi une chose très très forte, au point effectivement que j'ai tenu on m'a proposé de faire une exposition sur Freud l'année dernière, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, et aussi avec une grande peur de me trouver mêlé à des cercles analytiques avec lesquels je n'ai jamais voulu avoir le moindre rapport. Et que ce soit la confession d'un côté ou la psychanalyse de l'autre, ça vous a apporté des réponses ? Sinon je ne serais pas là, j'imagine. Alors je voudrais revenir à votre livre dans lequel vous écrivez, je vous cite, « J'habite un corps qui m'est si étranger que je ne sais plus comment en sortir ni comment y rentrer. Et ailleurs dans le livre, ça c'est d'ailleurs plus au début du livre, mon corps refuse de m'abriter, douleur du jour et de la nuit. » On sent un rapport au corps, un corps que vous décrivez comme vieilli, avec des absences, des insomnies. Et quelque part, on a le sentiment que vous vous réfugiez presque auprès d'un autre, cet autre étant l'enfant que vous avez été. C'est un réconfort pour vous j'entends qu'il n'y a pas forcément de nostalgie, mais est-ce que c'est un réconfort pour vous de revivre ces années à travers, au fil de ces pages ? Les revivre, non, c'est plutôt une certaine souffrance, mais l'expérience du langage, l'expérience d'utiliser, de trouver des mots qui vont peut-être ressusciter ces moments à jamais perdus. Là, oui, il y a vraiment une expérience qui est à la fois d'ordre philosophique et spirituel, heuristique, comme diraient les philosophes, connaissance de soi, et en même temps de thérapeutique, c'est-à-dire de délivrance de ce que l'on a pu vivre, et vivre en le supportant comme une souffrance, et non pas comme une... Voilà, donc voilà l'écriture, et si vous voulez, si l'écriture a un sens, c'est bien cela. Et pratiquer comme une espèce de pratique qui doit être quotidienne, comme la prière, si j'ose dire. Plus que la prière, plus que la lecture du journal, la prière du matin, comme disait Hegel, la lecture du journal. Mais la lecture du journal vous introduit jour après jour, matin après matin, dans des configurations, extrêmement pénibles et sans issue, alors que cette pratique de l'écriture, chaque jour, le fil indéfiniment repris chaque matin d'une écriture, donne une espèce de continuité qui s'apparente d'une certaine façon à la pratique religieuse de la prière, sauf que ça n'est pas une prière. Puisque vous parlez de prière et de pratique, pardon de vous interrompre, parce que la prière, pour vous, est une pratique quotidienne ? Elle le fut, mais elle ne l'est plus. Disons que l'écriture, là, je n'ose pas dire la remplace, mais enfin, la prière et la répétition l'écriture est une démarche d'introspection, et les deux peuvent se combiner, mais c'est très difficile. Mais alors l'introspection, on pourrait très bien imaginer qu'elle soit, entre guillemets, intérieure, confidentielle, confinée dans le cabinet d'un psychanalyste. Là, vous écrivez, donc c'est-à-dire que vous partagez cette introspection avec d'autres, avec vos lecteurs. Ça me paraît très difficile d'écrire si l'on n'a pas en soi un interlocuteur. L'interlocuteur... Un journal intime qui n'est pas vocation à être publié, pour vous, c'est pas envisageable ? Ça me paraît un mensonge aussi vis-à-vis de celui qui l'écrit. Il s'imagine qu'il écrit un journal intime pour lui. Ça n'est pas vrai. Je ne pense pas qu'on puisse tous les matins se soumettre à la discipline, de se mettre à sa table, d'écrire, et pour ensuite, le manuscrit sera mis au feu, sera détruit, déposé à la Bibliothèque nationale, à supposer qu'elle l'accepte. On peut très bien imaginer que ce soit pour les réponses qu'on y a trouvées, pour le réconfort que ça a apporté. Il y a beaucoup de comme un exercice spirituel entre soi. En tout cas, ce serait dommage de soi à soi. Ce serait dommage de ne pas le publier vu la qualité de l'écriture. Je reviens de nouveau au livre. Quel type d'enfant étiez-vous ? Alors, vous le décrivez très abondamment au fil des pages, mais là aussi, il s'agit de faire partager aux gens qui nous écoutent et qui n'ont probablement pas encore, pour certains, lu le livre. Comment vous décririez l'enfant que vous étiez, puisque vous parlez énormément de votre enfance au fil des pages? Si j'ose dire, lisez le livre.
Oui, c'est pour leur donner envie. Oui, non, mais c'est très difficile, si vous voulez, de résumer en quelques mots. Improvisé ici même, sur un plateau. Parce qu'on sent, par exemple, vous décrivez, alors plus tard, hein, mais vous avez fait toutes vos études à Paris, parce que vos parents sont venus monter, comme disent certains, à Paris justement pour vous. Et vous avez été renvoyé du lycée Jacques Decour parce que vous aviez vilipendé un professeur de français. Vous étiez déjà enfant. Ça, c'est pas dans le livre. Non, voilà, ça, je l'ai vu ailleurs. Vous étiez un enfant agité, contestataire. On sent chez vous, en tout cas, une capacité d'indignation. C'est pas forcément dans ce livre-là que ça transparaît le plus d'ailleurs, mais dans d'autres. Une capacité d'indignation très forte. Est-ce que c'est quelque chose que vous portez en vous depuis toujours, cette capacité à s'indigner ? Je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Moi-même, je serais très surpris si on me le disait comme vous me le dites maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a forcément, nécessairement, obligatoirement des moments d'indignation. Mais ces moments d'indignation sont suivis par des... Comment dire ? Les psychologues diraient des moments d'intégration supérieure. C'est-à-dire on fuit pour mieux revenir, et revenir dans une situation plus stable. Donc c'est une indignation fructueuse. Bon. Mais là, en l'occurrence, quand on est en octobre 40, au moment où Pétain, à Montoire, va saluer un certain chef de guerre, c'est un peu... On s'expose évidemment pendant les premières années de sa vie. Ça, c'est certain. À une existence un peu difficile. Il y a de quoi être indigné. Et je le disais tout à l'heure, effectivement. Je ne suis pas du tout... Je n'ai jamais été indigné. Je considère au contraire, maintenant plus que jamais, que j'ai été, malgré les aléas de ce que vous voulez, d'une enfance difficile, de parents... qui ne sont pas venus à Paris pour moi, qui sont venus à Paris parce que le travail n'existait déjà plus dans les campagnes où ils étaient. Donc, on fait partie de cette frange énorme du monde rural qui a disparu dans les années 50, en gros. Un monde totalement disparu, un monde de la ruralité, de la paysannerie qui a totalement disparu. Alors donc il ne reste rien. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de nostalgie. Moi, j'ai quand même perçu une forme de nostalgie. Alors peut-être que vous n'en faites pas cette lecture-là. Pour revenir... c'est la nostalgie du temps qui passe, du temps qui a passé, qui revient. Mais on l'a tous. On l'a tous, quelle que soit l'existence, l'enfance que l'on a vécue. Exactement. Est-ce que vous aviez conscience, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, de manière un peu ironique, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour venir au monde, évidemment, on ne choisit pas, ça va de soi. Vous aviez conscience, dans les premières années de votre vie, de ce qui était en train de se jouer, de ce qui se passait sur la scène internationale ? De ce qui se passait dans le monde, de ce qui se passait en France, de ce qui se passait à Paris, de la guerre, de la gravité de ce qui était en train de se passer. Vous étiez... Je n'en étais pas conscient, mais j'en étais un objet, comment dire, de... Vous savez, quand on est réveillé à 3 heures du matin par les forteresses volantes, qui viennent bombarder les usines... de voitures Renault ou autres, ou la gare de triage de Pantin, et que vous fuyez sur les épaules d'un inconnu et qui vous précipite dans le métro et vous n'êtes pas sûr que vous rentrez, que vous allez retrouver la maison. Et cela pendant je ne pleure pas dans le livre, c'est pas ici que je vais pleurer. L'absence de... Non, pas de nourriture, pas de chaleur. Bon, aujourd'hui, on crève de chaleur aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait pas. C'était des hivers terrifiants. Il n'y avait évidemment rien pour se chauffer. Donc, c'était la sensation de froid perpétuel que l'on éprouve dans ce moment-là, doublée par la peur terrifiante des bombes et même des V1, des V2 qui commencent à dégringoler. C'est des choses qui laisse effectivement nécessairement des séquelles. Un enfant. Oui. Bien sûr, ça laisse nécessairement des séquelles. On va continuer à parler pas forcément de la guerre, mais des autres aspects qui ont marqué, imprimé votre vie. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, Jean-Claire. Tout de suite. Alors, Jean-Claire, je vous propose à présent de vivre une expérience pas tout à fait comme les autres, parce que nous ne sommes pas une chaîne tout à fait comme les autres. On va s'intéresser à d'autres questions, peut-être que celles qu'on a l'habitude de vous poser. Et je vous remercie par avance de se prêter à ce jeu. Je vais vous proposer différents mots, il y en aura 4 au total, en vous laissant le soin de me dire pour chacun d'entre eux ce qu'il vous inspire. Le premier de ces mots, c'est héritage. Héritage. Vous me soumettez un exercice auquel je me suis toujours refusé. Héritage, je ne sais pas. Héritage, oui, bon. Il y a l'héritage spirituel, il y a l'héritage matériel.
n'ayant pas eu d'héritage matériel, j'ai peut-être privilégié l'héritage spirituel, avec le problème de savoir quel était cet héritage spirituel. Est-ce que c'était la religion dans laquelle j'avais été élevé? Est-ce que ça a été plus tard certaines idéologies que j'ai pu côtoyer? Est-ce que ça a été même la langue? Bon, je parle plusieurs langues. Quelle est véritablement ma langue? Le français sans doute, mais après tout, aux États-Unis, j'étais très heureux de parler anglais. Et quand je suis en Italie, je suis très heureux de parler italien. Donc, le terme même d'héritage immatériel, spirituel, déjà pose des problèmes, comme vous le voyez, extrêmement complexes. Ce qui est intéressant, c'est que les quelques mots que vous venez nous dire montrent qu'il y a quelque part un lien entre la notion d'héritage et celle d'identité. Oui, effectivement. Oui, parce que l'identité peut être extrêmement complexe. Tout à l'heure, vous avez dit dans ma présentation que j'avais enseigné l'histoire de l'art. Je n'ai jamais été professeur, en fait. D'accord. Alors que j'ai fait beaucoup de choses. Trop, sans doute, au point qu'on ne sait pas très bien. Bon, quoi, le conservateur de musée, le fabricant d'exposition, l'écrivain, bon, beaucoup de choses. Mais finalement, je n'ai jamais voulu enseigner. Peut-être on pourrait dire ça. Lorsque j'ai failli devenir enseignant, j'ai rompu en visière et je suis allé ailleurs immédiatement. Ça a peut-être été ça la grande rupture, plus encore que la rupture avec l'héritage de la ruralité familiale. Il y a eu cette rupture-là dès le début, la perte du monde paysan dont je venais, que j'ai à peine connu. Ça a été une première rupture, mais en fait la vraie rupture, ça a été au fond le refus. Ensuite, dans mes études de l'enseignement et de la discipline de l'enseignement. J'ai fui perpétuellement. Le clin d'œil avec le mot héritage, c'était aussi une forme comment dire, vous avez souvent un peu vilipendé, entre guillemets, les héritiers, ou en tout cas pointé du doigt des environnements que vous trouviez trop bourgeois. Les héritiers, quelque part, est-ce que ça vous agace un peu ? Oui, là c'est très ambigu, mais effectivement, oui, par exemple, j'en parle dans mon livre, donc je peux l'évoquer ici. Lorsque j'étais en Hippocampe, j'étais prodigieusement agacé par cette façon qu'avaient mes condisciples de se prendre pour les héritiers et d'être toujours sûr, avec cette espèce d'ironie ou de complaisance propre à une certaine intelligentsia parisienne. Donc là, j'ai fui ventre à terre et je ne suis pas allé à Normal Sup. Mais en dehors de ça, j'ai toujours... Bon, ça a été remplacé par une immense curiosité qui a fait que j'ai voulu aller chipper, si je puis dire, des bribes d'héritage ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres langues, dans d'autres traditions, mais avec certainement une affection très particulière pour les pays, les traditions, les cultures, les langues même, qui d'une certaine façon avaient fait partie de mon héritage, c'est-à-dire par exemple la Belgique, par exemple, le Québec plus tard, qui étaient des pays où je retrouvais non seulement des façons de faire et des façons de penser de mon enfance, dans le monde rural, mais aussi des expressions, des mots qui avaient disparu dans le français des écoles, mais qui continuaient d'être utilisés dans ces pays restés plus populaires et plus proches de leurs sources. C'est là peut-être que j'ai retrouvé une vraie matrie ou une vraie patrie plutôt que matrie. Ce livre dont vous êtes venu nous parler ce soir, Terre natale, vous l'avez dédié, on le disait tout à l'heure, à votre père dont les racines sont paysannes, et vous en parlez tout au fil des pages, avec effectivement ce regret pour cette campagne qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était, qui n'est d'ailleurs plus franchement campagne. Et si j'ai bien compris, ça vous est arrivé de vous décrire comme enfant de pauvre. Quel rapport cette expérience de pauvreté, d'abord, est-ce que vous parliez tout à l'heure du froid, est-ce que vous l'avez vraiment vécu comme tel, comme une expérience de pauvreté, et comment est-ce que ça vous a construit dans une certaine mesure ? Ça, c'est au lecteur de le dire, c'est pas
aux futurs lecteurs de le dire, mais moi je ne fais que l'écrire, que le décrire. Évidemment, je ne sais pas, c'est extrêmement compliqué. Le froid d'un côté et la peur de l'autre, la glace d'un côté et les bombes de l'autre, effectivement, certainement. Quand vous avez 3-4 ans, ça vous marque très profondément, mais c'est seulement beaucoup plus tard que l'on... Mais c'est pas, si vous voulez, le livre ne contient rien d'un dolorisme de l'enfance. Au contraire, ce que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, c'est que j'ai toujours été très étonné et incroyablement reconnaissant d'avoir vécu à une époque où, dans une France républicaine et démocratique, on offrait à des gens issus de ces milieux modestes, comme on dit, bêtement, la possibilité de s'instruire, de s'éduquer, de s'élever dans la société. Oui, vous avez été d'ailleurs boursier de la République. Oui, entre autres, boursier de 1000 choses, mais surtout, bénéficiant d'un enseignement dès l'école primaire, puis plus tard dans l'enseignement secondaire au lycée, plus tard à l'étranger, à Harvard aux États-Unis, d'une espèce de d'encouragement que je ne trouverais pas, que les jeunes aujourd'hui de ma condition ne trouveraient pas. Je veux dire, aujourd'hui le monde aujourd'hui, si vous voulez, est infiniment plus dur, infiniment plus injuste, infiniment plus cruel, infiniment plus que celui que j'ai vécu paradoxalement après la guerre, au moment des tickets de rationnement mais où on avait encore le souci de, comme on osait dire à l'époque, y compris dans les milieux de gauche, le souci de former ou de reformer des élites. Cet encouragement et ce soutien que vous avez eu vous a été extrêmement bénéfique puisque vous n'aviez que 22 ans quand vous avez publié votre premier roman qui s'intitulait donc Les chemins détournés. Vous avez été reçu à 26 ans à un concours public. Quand on regarde votre vie comme ça sur le papier, on a le sentiment qu'il y a quand même une série de réussites avec des postes enviables et d'ailleurs enviés, l'entrée à l'Académie française évidemment. Et donc je voulais vous interroger sur la notion de défaite. De la défaite. La défaite est beaucoup plus secrète, beaucoup plus intime. Lorsque vous avez eu effectivement toutes ces bourses, tous ces honneurs, et arrivé à un certain âge, vous faites le compte, si je puis dire, non pas d'un héritage matériel, mais le compte d'un acquis dont vous pouvez peser, sous-peser le poids, la valeur, et parfois peut-être effectivement soulever des questions que je n'aurais pas soulevées il y a seulement quelques années. Mais encore une fois, le sentiment prédominant, c'est le sentiment d'avoir été finalement incroyablement privilégié par une situation sociale et politique qui à l'époque favorisait des profils de vie qui aujourd'hui au contraire n'émergeront pas, seront condamnés dès l'école, dès l'éducation primaire. Et là, effectivement, c'est une très grande injustice dont on ne parle pas beaucoup. Mais pour ma part, j'ai tout à fait conscience d'avoir été un privilégié de la fortune. Et voilà, le livre de ce point de vue-là est aussi non seulement un exercice de piété, d'expiation, de reconnaissance, vis-à-vis d'un certain héritage à la fois familial et intellectuel, mais aussi un exercice de reconnaissance et de gratitude. Alors au-delà des éventuelles réussites ou éventuelles défaites individuelles, il y a des défaites collectives. Et on vous sent très en colère contre l'inculture, contre la vénalité de vos contemporains. Voilà, je voulais vous faire réagir à cette notion de défaite, entre guillemets, plus collective. Oui, mais oui, c'est plus que de la colère, c'est l'écœurement vis-à-vis d'une époque qui enfin, je vais pas jouer les pères Fouettard ou les
D'abord, c'est trop tard, ensuite, ça ne sert à... Enfin, je ne sais pas. Simplement, je suis un petit peu stupéfait, c'est vrai, de l'extraordinaire vulgarité qui touche parfois à l'ignoble, qui touche quotidiennement à l'ignoble, que je vois partout, non seulement dans la vie quotidienne, mais encore plus, évidemment, dans les médias, stupéfait par ce culte du grotesque, du grossier, d'où peut-être ce sous-titre d'exercice de piété, la piété étant exactement le contraire de la dérision et du grotesque qui tout de même semble prédominer terriblement le quotidien de mes contemporains. Mais encore une fois, je n'ai pas très envie de m'engager là-dedans parce que je n'ai pas envie de jouer les figure de père fouettard ou de justicier sénile. D'autant que, certes, vous êtes un grand accusateur de la modernité picturale, du nihilisme contemporain, c'est une évidence, mais en même temps, vous avez été vous-même parfois à l'avant-garde sur certains sujets, ne serait-ce que sur ces sujets de psychanalyse que vous évoquiez tout à l'heure, puisque à l'époque, ce n'était pas du tout répandu, sur d'autres sujets plus relatifs à votre au travail que vous avez mené dans les différentes institutions muséales. Ça vous est arrivé d'être aussi aux avant-gardes. Oui, mais c'est le terme même d'avant-garde que je récuse désormais, parce qu'après, à l'avant-garde de quoi? C'est un terme militaire qui suppose que derrière vous, il y a des bataillons qui vont livrer bataille dans les tranchées de 14, ou quelle qu'elle soit à Verdun, ou qu'elle soit sur le front italo-autrichien. Celle qu'a vécu mon père. Non, il n'y a pas d'avant-garde, c'est pas vrai. Il y a la volonté il y a la nécessité de récupérer l'héritage. C'était de ce point de vue-là, j'affirme être un conservateur. Je pense qu'aujourd'hui, l'absolue nécessité, c'est pas d'être révolutionnaire ou d'avancer, c'est de conserver. Et cette conservation devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée. Et précisément aujourd'hui, un gamin de pauvre n'ira pas dans les écoles, on ne lui offrira pas à l'école primaire, ni plus tard au lycée, au collège, la possibilité que j'ai eue à foison de récupérer un héritage. Ça, c'est la grande distinction, et c'est vrai que de ce point de vue-là, je suis extrêmement pessimiste, parce que je ne vois pas comment on peut, dans cette espèce de débâcle général, espérer retrouver une culture et une piété, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit purement intellectuelle ou purement féminine. Là, c'est vraiment quelque chose qui me taraude perpétuellement. Alors, on va trancher avec ce pessimisme en parlant d'une notion qui... C'est pas du pessimisme, c'est du... Si vous avez dit que vous étiez pessimiste à l'instant. Oui, bon, alors, ce sont des moments de pessimisme voilà. Sur un fond de gratitude. Alors, on va parler d'un terme qui, a priori, véhicule plus d'enthousiasme. Enfin, je ne sais pas, vous allez me dire. C'est le terme de ferveur. Qu'est-ce que vous inspire cette notion de ferveur? Alors, la ferveur... Vous m'auriez parlé de piété, j'aurais été peut-être plus disert, parce que la piété est un terme totalement... déconsidéré. D'abord, immédiatement, on pense que c'est la piété religieuse. Non, c'est d'abord la piété familiale et c'est la piété vis-à-vis de la tradition et du passé. C'est le fait de respecter le passé, la piété. Piété envers les parents. La piété, c'est le fait d'être pieux. Et pieux, c'est expier, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire se purifier. Bon, alors là, d'accord, on est tout à fait d'accord et on est à la fois dans le domaine spirituel et dans le domaine intellectuel et dans le domaine de l'héritage. La ferveur, c'est autre chose. La ferveur suppose un enthousiasme au sens propre du terme, c'est-à-dire l'élan vers une autorité supérieure, qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle, je ne sais pas moi, le Christ, pourquoi pas, le Messie, bon. Oui, c'est autre chose. La ferveur... J'avoue que c'est un sentiment que j'ai rarement possédé parce que ça donne l'impression qu'elle vous vient d'en haut, comme ça, comme une espèce de grâce. Je n'ai jamais vraiment eu ce sentiment d'une... Autant je suis reconnaissant que l'on m'ait offert les armes pour, autant je reste un peu indifférent, enfin pas indifférent, mais un peu sceptique vis-à-vis d'un sentiment qui vous remplirait de joie. Et d'élan alors même que vous ne savez pas d'où il vient.
La ferveur, elle est souvent associée au mot catholique. On parle souvent de ferveur catholique. Quand on fait des recherches sur vous, on lit partout que votre mère était une fervente catholique. C'est comme ça qu'elle est décrite. Vous nous parliez tout à l'heure de... Une messeuse. Une messeuse. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous une messeuse? Une messeuse, c'est quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches et au jour de fête, bien sûr. Mais apparemment, ça allait plus loin que juste la messe. C'était une ferveur catholique je pense que à chaque moment de sa vie. Ce milieu paysan de la Mayenne, de l'Ouest en général, était un milieu extraordinairement fervent catholique. Le seul étranger qu'on voyait apparaître à la ferme, c'était le facteur de temps en temps, rarement, et le curé qu'on invitait à la table familiale. C'était à peu près les seuls étrangers, entre guillemets, qui étaient... Voilà. Donc c'est un monde qui a totalement disparu. On ne peut pas imaginer ce qu'était à l'époque. Je rappelle de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce qui pourra choquer peut-être certains lecteurs, que la chouannerie a commencé dans la Mayenne et non pas dans la Vendée. C'est-à-dire, c'est effectivement dans le Bas-Maine, au nord de la Loire, que la chouannerie a commencé, pour le meilleur et pour le pire. Je ne me prononcerai pas, mais c'est donc pour répondre à votre question sur le rapport à la ferveur et à la pratique rituelle. Cette pratique rituelle, elle a quand même beaucoup bercé votre enfance. Quelle empreinte est-ce que ça a laissé sur vous quand vous êtes ensuite devenu adulte? Je ne sais pas, le fait est que je l'ai quitté, donc je ne suis plus pratiquant. Mais je reste un fervent lecteur des écrits bibliques, par exemple, parce que j'y trouve quelque chose que je ne trouverais pas ailleurs, ni dans le savoir psychanalytique, puisque vous en parliez, ni dans la réflexion philosophique, quelle que soit sa fascination. Donc il y a là quelque chose évidemment qui reste profondément. La lecture des écrits saints et ce qui s'y cache, parce que tout de même on les étudie assez peu, et par contre un certain malaise vis-à-vis de la pratique rituelle. Je vous amène à présent sur un tout autre sujet qui est le sujet de la liberté. La liberté, pas grand-chose. Je ne sais pas. Parce qu'on sent en tout cas, pour vous mettre sur un chemin qui est un chemin parmi tant d'autres, mais on sent une liberté en tout cas vis-à-vis du jugement des autres. Votre élection à l'Académie française, par exemple, vous avez pris la place au fauteuil de Bertrand Poirot-Delpech, vous a un peu renforcé renforcé dans le mépris de tous ceux qui vous considéraient un peu comme un traître à la cause, si je puis dire. On sent que, quel que soit le sujet, vous vous êtes toujours attaché avec beaucoup de méthode à saboter la réputation avantageuse dont vous jouissiez, et quelque part vous avez une espèce de liberté vis-à-vis du jugement des autres. La réputation avantageuse, oui, enfin je ne sais pas. Vous ne vous souciez pas de déplaire. Non, mais ce qu'il faudrait peut-être tout de même rappeler ou faire connaître à nos auditeurs, c'est qu'au fond on n'est pas candidat à l'Académie française, on est coopté par des gens qui sont académiciens, qui souhaiteraient vous avoir dans leur confrérie. Et donc c'est très difficile, à partir du moment où vous savez qu'un tel, vous avez été coopté, et que vous connaissez un peu les gens qui souhaiteraient vous avoir avec eux, c'est très difficile de dire non. Parce que c'est ou bien faire preuve d'un orgueil absolument monstrueux et d'une grande ingratitude, soit un manque de curiosité. On sent en tout cas que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres, que vous ne vous souciez pas du tout finalement de déplaire. C'est une forme de liberté quelque part. Oui, peut-être, je ne sais pas, mais je ne suis pas très conscient de ce point de vue-là. Il y a peut-être j'ai assez pratiqué la psychanalyse pour me méfier du mot liberté, et pour imaginer qu'on puisse être tout à fait responsable
au sens rationnel de certaines exclamations, de certains gestes de refus que l'on peut avoir, qui n'empêchent absolument pas, encore une fois, la gratitude et la gratitude et le sentiment qu'effectivement on a été entouré par de très très bons génies. Il y a aussi la liberté de penser, puisque vous vous sentez très libre. Quand vous étiez plus jeune, vous avez fait partie de l'Union des étudiants communistes. Après, on vous a accusé de dérive droitière. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que vos positions sont conservatrices et traditionnalistes. Vous nous l'avez démontré dans votre propos. On sent chez vous une totale liberté de penser sur tous ces sujets et d'évoluer comme bon vous semble. Comme bon me semble, c'est quand même pas au bon plaisir. Ça n'est pas à mon bon plaisir. J'étais aussi sincère quand j'étais aux étudiants communistes que je l'étais plus tard. Ce n'est pas une suite de reniements c'est une suite de réflexions et vis-à-vis d'un certain impératif moral, intellectuel aussi. Encore une fois, je suis conservateur aujourd'hui parce qu'il me semble que l'époque actuelle a pour priorité de devoir conserver l'héritage et non pas d'être progressiste ou à bon compte, dans la mesure où de progrès on ne voit guère et au contraire de nécessité de garder on voit de plus en plus. Donc c'est pas de la liberté, c'est de la réflexion, c'est de la conscience peut-être, je ne sais pas, j'espère. Une adaptation en tout cas aux mutations de la société et à ce qui se joue, peut-être aussi. Oui, certainement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Merci Jean-Clair. Merci à vous. Ça m'intéressait de savoir comment vous avez vécu cette expérience, parce que vous avez fait beaucoup de plateaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Si, quand même, dans votre vie, vous êtes beaucoup intervenu, alors que ce soit interviewé en presse écrite ou en télé ou en radio, quand même. Non, je suis très discret. Oui, c'est vrai que vous êtes plutôt discret. En tout cas, vous en avez quand même fait quelques-uns. Là, c'est une expérience assez atypique quand même de se retrouver seul sur un plateau. Et je voulais savoir si vous acceptiez de partager un peu avec nous ce que vous venez de vivre. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé pour vous ? Plutôt agréablement, parce que je crois que je ne sais pas, c'est à vous qui dirigez l'émission d'avoir porté un jugement. Alors, j'ai pas du tout de jugement, parce que je ne porte jamais de jugement, mais en tout cas un sentiment. Je vous sens affecté. Je vous sens affecté mais déjà au fil des pages, à travers votre livre et à travers ce que vous en dites. Alors, vous vous refusez à dire que c'est de la nostalgie et du pessimisme, et je comprends votre point, mais on vous sent très affecté par ces évolutions, presque blessé quelque part, par ces transformations. De la société ? Oui. Oh, blessé, non. Enfin oui, alarmé. Alarmé, en tout cas, oui. Un peu différent, alarmé et inquiet, parce que je ne suis pas certain que mes enfants et mes petits-enfants pourront vivre dans un climat de liberté, tout à l'heure on parlait de liberté, d'ouverture et qu'on pourra comparer à ce que j'ai moi vécu venant d'un milieu autrement plus déshérité. Donc, parlant d'héritage. Donc, je suis très alarmé. Effectivement, vous ne pensez pas, j'ai la réponse à cette question, mais que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est, éventuellement où l'on va. C'est indispensable. C'est évidemment indispensable. Mais savoir d'où l'on vient, c'est non seulement le savoir par la connaissance presque charnelle géographique et familiale des racines, mais également avec l'effort qui consiste à connaître un patrimoine spirituel, intellectuel, qui aujourd'hui me semble singulièrement déconsidéré. Comment est-ce que l'on peut croire que l'on a des racines si
On ignore tout, par exemple, de l'iconographie chrétienne, qui est une des plus... En tant qu'historien d'art, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui est sans doute une des plus belles iconographies qu'une religion ait jamais imaginées. C'est d'une richesse prodigieuse. Or, je ne sache pas, non seulement qu'il y ait des cours d'histoire de l'art dans l'éducation nationale, mais encore moins que l'on consacre ne serait-ce que 2 heures par an à l'étude de l'iconographie, de l'iconologie religieuse, alors qu'elle est absolument... c'est une chose admirable, au même titre que je sais pas moi, que de lire Victor Hugo, Pascal ou Zola. Alors vous avez effectivement lu tous ces gens-là, écrit vous-même beaucoup de livres, et on est tenté de se demander ce que vous faites quand vous ne travaillez pas, parce que vous êtes quand même un énorme travailleur. Je lis. Est-ce que vous lire lisez, et travailler... Vous écrivez, jusqu'à l'année dernière, vous avez cette exposition dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, enfin bon, vous avez quand même pas complètement décroché de cet environnement-là, donc on sent quand même que vous avez... voilà. Est-ce que d'ailleurs vous avez eu envie de vous prouver quelque chose, venant de ce milieu que vous qualifiez effectivement de modeste tout à l'heure, vos parents se sont donné du mal, même si votre père était absent, etc. Est-ce que vous avez eu le sentiment de devoir vous prouver ou leur prouver quelque chose? Non, je ne crois pas que la sensation de, comme on dit, faire ses preuves, ouais, non, je ne crois pas, c'était pas ça. C'était le fait de vouloir échapper à la misère, mais qui était aussi la misère intellectuelle. C'est quand même pas très drôle. Si vous voulez, la passion du livre, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ça existe, la passion du livre. À l'époque, oui, posséder un livre, c'était une chose extraordinaire. Acheter un livre, c'était une chose impensable. Le livre de poche est apparu très tard, finalement. Donc, je le cite dans mon livre, à un certain moment, quand un gamin de 14 ans vient vous mettre sous le nez le premier volume de poèmes d'Yves Bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de Douve, et vous dit « tu devrais lire ça, ça va te... » Bon, en 54, j'avais 14 ans, mon ami en avait 14 aussi. Il y a là quelque chose qui se passe, qui est tout à fait étonnant. Je souhaiterais que dans les cours de lycée aujourd'hui, des gamins de 14 ans puissent sortir de leur poche un livret de poèmes d'un poète contemporain, à supposer qu'il en existe encore, pour lui proposer de partager la joie de la lecture. Ça me fait sourire, parce qu'effectivement, c'est pas ce qui me paraît le plus probable. Oui, c'est pas probable, à mon avis. Et alors, on est tenté de se demander, effectivement, quels sont vos hobbies, comme on a coutume de dire, vos passe-temps, quand il y a la lecture, effectivement, voilà, mais à part ça, ce qui est déjà énorme, est-ce que vous avez d'autres activités qui vous tiennent à cœur pour... Mais non, non, il n'y en a pas, non. Non, c'est vraiment ce qui vous permet de vous ressourcer, de vous détendre. Me ressourcer, je me ressource perpétuellement en lisant et en écrivant. Il n'y a pas d'autre... Le reste sont des distractions, oserais-je dire, inutiles et futiles. Et la musique, tout de même. La musique existe. Vous écoutez beaucoup de musique? Énormément, oui. Est-ce qu'il y a un titre, un compositeur qui vous touche particulièrement? Non, c'est comme si vous me demandiez quel est votre écrivain préféré. C'est toujours très difficile de répondre à ça, mais il y a aussi des moments de sa vie où on est bien plus sûr, avec Mozart, et puis après plus avec Beethoven, et puis après plus... c'est plutôt de la musique classique, j'imagine, ou c'est... Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, non, je sais pas. Oui. Pas forcément bien sûr, mais... Non, je sais pas. Mais c'est sans mystère, c'est inévitablement Mozart, Wagner et Mahler. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Quel est votre moteur? Le fait de peut-être encore écrire un peu, si je peux. Est-ce que, au travers de tous les livres que vous avez écrits, je disais tout à l'heure une trentaine, j'ai peut-être pas tout à fait bien compté, mais c'est à peu près dans cet ordre-là, est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu faire passer? Évidemment, chaque livre a son propre thème, etc. Même s'il y a des thèmes qui reviennent souvent, le malaise dans la culture, etc. Ce regard que vous nous avez un peu décrit. Mais s'il fallait, alors c'est jamais évident là aussi de résumer son œuvre, mais c'est intéressant de savoir ce que vous avez voulu dire au travers de tous ces livres, aussi différents soient-ils. Mais on ne veut rien dire. C'est l'idée de volonté qui me choque. On ne veut rien dire. C'est là où la psychanalyse est quand même une bonne discipline. Je n'ai jamais rien voulu dire. Non, mais peut-être un message. Non, surtout pas. Encore moins. Oh là là.
Non, il n'y a pas de message. Il y a simplement le besoin de calmer une inquiétude, de répondre à une angoisse, de chercher. Mais parfois, c'est peut-être beaucoup plus simple que ça. C'est d'avoir un mot qui vous trotte dans la tête et de vous demander mais que signifie ce mot. Et donc, c'est d'aller chercher un dictionnaire, pas celui de l'académie, mais plutôt le Littré ou des dictionnaires comme ça, qui vont vous renseigner sur le passé lointain du mot et ses origines. Alors là, effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça paraît dérisoire, ça paraît futile. Et pourtant, c'est le seul moyen de savoir d'où on vient. Vous parliez il y a quelques secondes d'inquiétude. Vous nous disiez tout à l'heure que vous portiez un regard relativement alarmiste sur le monde. Alarmé. Sur le monde dans lequel on vit. Vous nous disiez aussi que votre enfance n'a pas toujours été très drôle. Et finalement, j'avais envie de savoir ce qui vous fait rire et quelle est la dernière fois que vous avez ri, parce que tout ça est un peu lourd quand même. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous amusent et si oui, lesquelles? Alors, question j'allais dire très peu, pratiquement rien. Je ne ris plus beaucoup, je l'avoue. Il y a même un chapitre dans le livre là-dessus. C'est pour ça que je vous pose la question aussi. Oui, bien sûr. Non, je me permets de faire appel à la figure plus qu'auguste du sauveur, qui est pratiquement traversé par tous les sentiments possibles, y compris la colère et la fureur, parce qu'à un moment, il est décrit comme un être de fureur, de colère et de vengeance. C'est pas un petit ange comme ça. Mais par contre, on ne le voit jamais rire. Le rire, lui, est totalement inconnu. C'est quand même une chose très frappante, que celui qui sera plus tard appelé le Messie est quelqu'un qui ne rit jamais, mais qui par contre est tout à fait capable d'aller fracasser les marchands du temple qui vendent des oiseaux. En tout cas, à défaut de nous faire rire, ça nous fait réfléchir. Merci beaucoup, Jean-Claire, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre dernier livre, Terre natale, publié chez Gallimard, et puis d'avoir partagé avec nous votre regard sur la vie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Bonne soirée.